Bonjour à tous. Je remercie les laboratoires Abi de m'avoir invité pour animer ce sympo à propos du traitement de la LLC réfractaire et en rechute. La survenue d'une rechute n'indique pas l'initiation du traitement. En effet, toute rechute doit être traitée lorsqu'elle réunit au moins un critère d'activité de la maladie. Le choix thérapeutique de traitement des formes réfractaires et de rechute dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend des facteurs liés au patient, tels que l'âge, le score SIRS, la disponibilité de certaines drogues, leur coût et des comorbidités. Et il y a des comorbidités spécifiques pour lesquelles il faut donner beaucoup d'importance car ils peuvent contre-indiquer l'indication de certaines drogues et de nouvelles molécules. Des facteurs liés à la maladie interviennent également dans le choix thérapeutique. Et essentiellement, ce sont les marqueurs de mauvais pronostic, cytogénétiques et moléculaires. Le traitement antérieur, la durée de la réponse obtenue avec ce traitement influence également le choix thérapeutique. Je vais parler du traitement des formes réfractaires et de rechute après une chimio-immunothérapie. L'essai REACH, qui est un essai randomisé, a traité les patients réfractaires et en rechute après une seule ligne de traitement et ces patients ont été randomisés entre deux bras, FCR versus FC. L'adjonction du rituximab a permis de prolonger la PFS de 10 mois. En effet, après 25 mois de suivi, la PFS médiane était de 30 mois pour le FCR versus 20 mois pour le groupe traité par FC. Ceci sans différence en termes de survie globale. Avec le FCR, le taux de réponse globale est de 70%, avec 24% de réponse complète et 6% de négativation de la maladie résiduelle. Ceci au dépend d'une toxicité de grade 3-4 observée chez 80% des patients, de neutropénie grade 3-4 observée chez 42% des patients, avec une traduction en termes de neutropénie fébrile chez 12% des patients. 26% des patients ont arrêté le traitement à cause de la survenue d'effets indésirables. L'association bendamustine-rituximab a été utilisée dans l'essai CLL2M. C'est un essai en monobras traitant les patients en rechute et réfractaires. Après un suivi de 2 ans, la PFS médiane était de 15 mois avec une survie globale de 34 mois. Le taux de réponse avec le BR était de 60% avec seulement 9% de réponse complète et 7% de négativation de la maladie résiduelle, aussi bien sur le sang que sur la moelle. La toxicité du protocole BR est à considérer. Elle est essentiellement représentée par une neutropénie chez 23% des patients, avec 12,8% des patients ont manifesté des infections de grade 3-4. Le traitement des formes en rechute et réfractaires ont été bouleversés et améliorés par l'avènement de nouvelles molécules qui s'adressent aux voies de signalisation qui sont responsables de la prolifération et de la progression des cellules malignes. Parmi ces nouvelles molécules, on cite l'ibrutinib qui est l'inhibiteur de BTK, l'idelalisib qui est l'inhibiteur de la PI3K et le venetoclax qui est l'inhibiteur de BCL2. Dans ce diagramme, on observe la modification de l'utilisation des différentes molécules pour le traitement des formes réfractaires et en rechute entre 2015 et 2019. Et ce diagramme permet de conclure que la place de l'immunochimiothérapie devient de plus en plus réduite
et ceci au profit donc des nouvelles molécules. L'ibrutinib était la première thérapie ciblée utilisée pour le traitement des formes réfractaires et en rechute. Dans l'essai Resonate, donc, les patients ont été randomisés pour recevoir soit l'ibrutinib en continu jusqu'à progression ou bien jusqu'à intolérance, versus l'autre bras, donc, qui a été traité par l'ofatumumab, avec possibilité de crossover s'il y a donc une progression confirmée pour le groupe traité par l'ofatumumab. Pour cet essai, l'objectif primaire était donc la PFS évaluée par un comité indépendant. Donc, on voit que l'effet bénéfique sur la PFS de l'ibrutinib en monothérapie, et ceci a été observé quel que soit le temps d'analyse, soit en cours de l'analyse primaire qu'après 5 ans d'évolution. Et l'ibrutinib en monothérapie a permis d'avoir donc une PFS médiane de 44 mois versus 8 mois pour l'ofatumumab. La survie globale n'a pas montré de différence significative entre les deux bras, et ceci à cause donc du crossover. La réponse sous ibrutinib augmente en fonction du temps, avec une réponse globale de l'ordre de 91% à 5 ans, avec 11% de réponse complète. L'effet bénéfique de l'ibrutinib en monothérapie donc, se voit également chez les patients qui sont à haut risque, c'est-à-dire les patients qui ont la délétion 11q et les patients qui ont la délétion 17p. Même les patients qui ont la mutation donc TP53 profitent de l'effet bénéfique de l'ibrutinib en monothérapie. L'étude du profil de tolérance de l'ibrutinib a montré que la majorité des effets indésirables diminuent avec le temps, à l'exception de l'HPA et des hémorragies qui continuent donc à survenir donc avec un taux donc qui persistant. L'ibrutinib associé donc au protocole BR a été prescrit dans l'étude Helios, qui est une étude randomisée en double aveugle, et cette association a été comparée par rapport à l'association BR avec placebo. Dans cette étude, les patients qui ont une délétion D7P ont été exclus donc de l'étude. L'association IBRU associée au BR a profondément donc amélioré la PFS, et ceci quel que soit le temps d'analyse, c'est-à-dire au moment de l'analyse primaire qu'au moment de l'analyse après 5 ans donc de suivi, la PFS est nettement meilleure pour le groupe IBRU-BR. Pour la survie globale, il y a une différence statistiquement significative en faveur du groupe IBRU-BR par rapport donc au groupe traité par le BR seul. Également, donc, comme on a observé dans l'étude Resonate, le taux de réponse s'améliore avec le temps et avec l'utilisation donc de l'ibrutinib et associé au BR, avec un taux de réponse complète de 40% donc à 5 ans. Le taux d'obtention donc d'une maladie résiduelle négative dans le sang ou dans la moelle est aux alentours de 28% à 3 ans. Certains effets indésirables, tels que les hémorragies majeures, la fibrillation auriculaire et la survenue de diarrhée, ont été signalés avec une fréquence plus importante dans le groupe IBRU-BR comparativement au groupe BR. L'inhibiteur de la PI3K, qui est l'idélalysib, a été associé au rituximab et a été donc comparé par rapport à l'utilisation du rituximab seul.
L'association IDELA-Rituximab donc améliore la PFS comparativement à l'utilisation donc du rituximab seul. Mais il n'y a pas donc d'impact significatif en termes de survie globale. La réponse obtenue avec ce traitement est essentiellement de type réponse partielle, observée donc chez 84% des patients. Il n'y a pas donc de réponse complète obtenue avec cette association. Le profil de tolérance de l'association IDELA-Rituximab donc signale un taux important de diarrhée, de colite et de pneumonie donc observé avec ce traitement. L'acalabrutinib, qui est un inhibiteur de BTK de seconde génération, plus sélectif, a été utilisé dans l'étude ASCENT, qui est une étude multicentrique randomisée au cours de laquelle les patients qui étaient réfractaires et en rechute recevaient soit l'acalabrutinib en monothérapie jusqu'à progression ou bien survenue de phénomènes d'intolérance, ou bien ils recevaient donc l'association IDELA-Rituximab ou bien Benda-Rituximab. Avec l'acala seul, la PFS est nettement meilleure qu'avec l'association IDELA-Rituximab ou BR-Rituximab, avec une PFS médiane non atteinte pour l'acala seul et elle est de 16,8 mois pour l'association IDELA-Rituximab ou BR. Ceci sans différence en termes de survie globale. L'apport bénéfique de l'acala seul est persistant, même chez les patients à haut risque, de haut risque, c'est-à-dire les patients qui présentent les anomalies de l'ATP53. Donc, quel que soit le temps d'analyse, donc l'effet bénéfique de l'acala seul se manifeste sur ces deux courbes. Donc, après un suivi de 22 mois, le taux de réponse globale pour l'acala seul est de 80%, avec 3% de réponse complète, et versus 84% de réponse globale pour l'association IDELA-Rituximab ou bien BR. La durée médiane de réponse est plus longue avec l'acalabrutinib, elle n'est pas atteinte, versus 18 mois pour l'association IDELA-R ou BR. Le profil de tolérance ou de toxicité de l'acalabrutinib est acceptable, avec plus d'événements hémorragiques pour les événements hémorragiques, tout grade confondu, par rapport à la toxicité observée pour l'IDELA-Rituximab. L'Elevate R2 est le premier essai clinique qui compare head-to-head deux inhibiteurs de BTK, qui sont l'acalabrutinib et l'ibrutinib. C'est un essai de non-infériorité et cette courbe a démontré la non-infériorité de l'acalabrutinib versus l'ibrutinib. Avec l'acalabrutinib, on a moins de survenue d'effets indésirables de grade 3 ou supérieur. On a moins d'arrêt de traitement liés à ces effets indésirables par rapport à l'ibrutinib. Avec l'ibrutinib, on a plus de diarrhée, plus d'HTA, mais avec l'acalabrutinib, on a plus de fatigue, avec une différence significative. L'incidence de fibrillation auriculaire et d'infection de grade supérieur ou égal à 3 est similaire pour les deux inhibiteurs de kinase. Le venetoclax, qui est l'inhibiteur de BCL2, a été prescrit dans l'essai Murano, qui est un essai qui s'adresse aux patients qui sont réfractaires ou en rechute.
389 patients ont été inclus dans cet essai. Et c'est un essai à double bras. Le premier bras comporte donc un bras de chimio-immunothérapie, donc association BR, qui est classique pour le traitement donc, de ces patients. Et l'autre bras, c'est un bras donc chémophilie, associant rituximab au vénotoclax. Là, le vénotoclax, il est prescrit pour une durée donc maximale donc de 2 ans. Donc, c'est un traitement chémophilie avec une durée limitée. L'objectif primaire de cette étude est la PFS évaluée par les investigateurs. Il n'y a pas de différence statistiquement significative de répartition entre les deux groupes. Et donc, l'association VR fait mieux que l'association ABR, et ceci donc aux différents points d'analyse faits au cours de cette étude avec une différence statistiquement donc significative. L'association VR améliore la survie des patients ayant une délétion 17P, et comme on voit donc sur cette courbe, donc l'association VR gomme l'impact négatif de la délétion 17P. Également, donc, après à 5 ans donc, de suivi, cette courbe ne montre pas de différence entre la PFS des patients ayant ou non la délétion 17P. Donc, à 5 ans d'évolution, l'association VR, elle diminue le risque de progression de 73%. Ceci impacte également donc, la survie globale avec une différence significative en analyse primaire et en analyse à 5 ans, avec une diminution de risque de décès de 40% pour les patients traités par l'association Veneto-R. En termes de réponse, l'association Veneto-R fait mieux, avec 93% de réponse globale, 26,8% de réponse complète, et au moment de l'arrêt de la chimiothérapie, soit à 9 mois, on a 62% des patients ont une maladie résiduelle négative sur le sang. Chose importante, c'est que donc après le traitement, après l'arrêt du traitement combiné, donc les malades continuent à améliorer leur clairance au moment du traitement par vénotoclax seul. Voilà, ce diagramme montre qu'après l'arrêt donc de traitement combiné, les patients continuent à améliorer donc la clairance et d'avoir donc un taux plus élevé de maladies résiduelles négatives. L'obtention d'une maladie résiduelle négative influence favorablement la PFS et la survie globale des patients. En effet, comme le montrent ces deux courbes, la PFS est meilleure, et ceci donc de façon significative pour les patients qui sont traités par Veneto et qui ont une maladie résiduelle négative au moment de l'arrêt du traitement combiné. Également donc pour la survie globale. Cette courbe montre que la survie est meilleure pour ces patients qui ont terminé les 2 ans de traitement par vénotoclax et qui ont une maladie résiduelle négative en fin de période de traitement combiné. Et une deuxième remarque, donc une deuxième conclusion de cette courbe, c'est que les patients qui sont traités par l'association Veneto-R et qui ont gardé une maladie résiduelle positive à la fin du traitement combiné ont une survie, une PFS meilleure par rapport à ceux qui sont traités par l'association BR et qui ont une maladie résiduelle négative en fin de traitement combiné, avec une PFS à 2 ans, 40% pour les patients Veneto-R, maladie résiduelle positive, versus 33% pour les patients qui sont traités par le BR avec une maladie résiduelle négative. Du côté de la tolérance, l'association VR entraîne plus de neutropénie de l'ordre de 57%, avec plus de survenue de syndrome de Lise tumorale
mais ce sont des syndromes de Lise sans impact clinique et plus d'état hyperglycémique par rapport à l'association BR, mais par rapport à l'utilisation du Vénéto seul, il n'y a pas donc de nouveaux événements indésirables ou effets indésirables notés dans cette étude. L'essai Clarity a associé donc les deux molécules, nouvelles molécules, l'Ibru et le Vénétoclax, pour le traitement donc des rechutes et réfractaires de LLC, avec une stratégie d'arrêt de traitement en se basant sur la négativation de la maladie résiduelle. En effet, donc, ils ont un deuxième point d'évaluation de la maladie résiduelle qui est à 8 mois. Si la maladie résiduelle se négative à 8 mois, donc il faut arrêter le traitement par les deux molécules à 14 mois. Un autre point donc d'étude de la maladie résiduelle, si au 14e mois, donc la maladie résiduelle se négative, ils vont arrêter le traitement au 26e mois. Si la maladie résiduelle au 26e mois, elle reste positive, donc le Vénétoclax s'arrête donc, et on continue par l'Ibru seul. Les résultats préliminaires montrent des choses intéressantes, c'est que les patients continuent à négativer donc de maladies résiduelles, même en arrêt donc de traitement par les deux molécules. Pour les rechutes et les formes réfractaires, après thérapie ciblée, des études qui sont de faible effectif, le plus souvent rétrospectif, donc ont noté qu'il y a un intérêt de changer de classe thérapeutique. Donc, pour les rechutes et les formes réfractaires après l'utilisation d'un inhibiteur de BTK, l'utilisation donc de Vénétoclax fait mieux et donne un meilleur résultat que celui donc de l'utilisation de l'idélalysib avec une PFS non atteinte avec le Vénéto versus 9 mois pour l'idélalysib. En fait, cette PFS, elle dépend de la raison de l'arrêt de l'inhibiteur donc de BTK ou bien de l'ibrutinib généralement. Et donc, on note que la PFS est meilleure lorsqu'il s'agit d'un arrêt lié à une intolérance de l'ibrutinib. La PFS, elle est meilleure avec le traitement donc de seconde ligne qu'avec donc le même traitement lorsqu'il s'agit donc de progression sous inhibiteur de kinase. Dans un essai de phase 2, en utilisant le Vénétoclax pour des patients qui ont progressé après ibrutinib, donc 91 patients ont été inclus. Le taux de réponse global était de 65%, avec une PFS médiane de 2 ans, ce qui permet donc de recommander le Vénétoclax pour les patients qui sont intolérants ou qui progressent sous ibrutinib. L'utilisation de l'Acala a été également donc utilisée dans un essai de phase 2 pour les patients intolérants ou bien qui progressent sous Ibru, avec donc comme résultat 60 patients ont été inclus. La PFS médiane n'est pas atteinte avec un taux de survie sans progression à 3 ans de 58%. Après un suivi donc médian de 34 mois, 52% des patients ont arrêté l'acalabrutinib, 23% pour une progression, 17% pour le développement donc d'effets d'intolérance. Voilà, donc l'acalabrutinib donc constitue une alternative thérapeutique pour les patients qui progressent ou développent des effets indésirables sous Ibru. Donc, les recommandations dépendent essentiellement de la raison de l'arrêt de l'inhibiteur de BTK. Si l'arrêt a pour raison l'intolérance, on peut essayer un autre inhibiteur de BTK, voire l'idélalysib, ou bien donc l'utilisation du Vénétoclax. Si la raison était une résistance, donc il vaut mieux utiliser le Vénétoclax donc en premier lieu.
Là, pour l'idéalisib, il n'a pas été testé de façon prospective et les données sont limitées. Une alternative actuellement dans les essais cliniques, donc on peut proposer donc l'inclusion des patients dans des essais cliniques pour l'utilisation d'un inhibiteur de BTK non covalent qui est le LOXO 305. Concernant les rechutes et les états réfractaires après le vénotoclax. Là, on jette un coup d'œil sur les résultats de l'essai Murano. Donc, après 5 ans de suivi, on a 32 patients qui ont progressé après avoir eu un traitement par l'association Veneto-R et qui ont été retraités par le même traitement. Le taux de réponse est de 72%, avec une durée médiane de traitement de 11 mois et la moitié des patients sont encore sous traitement. Donc, l'effet d'un inhibiteur de BTK pour les patients qui arrêtent le vénotoclax dépend donc du caractère naïf ou non vis-à-vis de l'inhibiteur de BTK. En effet, donc l'utilisation d'un inhibiteur de BTK chez des patients qui ont arrêté le vénotoclax a été observée chez 44 patients. Et ces patients étaient naïfs ils n'ont jamais utilisé l'Ibru ou bien l'Acala. Le taux de réponse global était de 83% avec une PFS médiane de 32 mois sur un suivi médian de 10 mois. Et donc, c'est un résultat qui est en faveur de l'utilisation du vénotoclax suivi de l'inhibiteur de BTK. Et ceci ouvre la discussion pour le séquençage Veneto avant Ibru ou bien Ibru avant Veneto. Pour les patients qui sont déjà exposés à l'inhibiteur de BTK et qui arrêtent le vénotoclax, la PFS et le résultat thérapeutique dépend de la raison de l'arrêt du vénotoclax. Donc, ces patients, lorsqu'ils vont être remis sous un inhibiteur de BTK, ils vont agir favorablement si la cause de l'arrêt du vénotoclax était un effet indésirable. Comparativement, si la raison était une progression de la maladie. Après vénotoclax et inhibiteur de BTK, l'utilisation de l'idéalisib n'est pas recommandée puisque la durée de la réponse est courte et la PFS médiane, elle est de 5 mois seulement. Je vous montre cet algorithme qui a été présenté à l'ASH 2020. Qui présente les modalités de traitement des patients lorsqu'ils arrêtent le vénotoclax. Chose importante à retenir, c'est qu'on doit définir la raison de l'arrêt du vénotoclax, la durée de la réponse sous vénotoclax et si les patients sont naïfs pour l'inhibiteur de BTK ou bien intolérants ou bien résistants. Et de cet algorithme, je retiens comme conclusion, c'est qu'à n'importe quel moment, lorsque les patients arrêtent le vénotoclax, si les patients sont fit et ils sont en réponse pour l'inhibiteur de BTK ou bien la reprise du traitement par Veneto, il faut donc considérer l'allogreffe de moelle osseuse. Donc, avant de terminer, je vous présente les recommandations de l'ESMO de 2018 qui recommande pour les deux groupes de patients qui ont des anomalies de la TP53 ou bien qui ont une durée de rémission, de réponse courte inférieure à 3 ans. Il recommande avec une recommandation forte l'utilisation de nouvelles molécules telles que l'Ibru-Acala et l'association Veneto-R pour ces deux groupes.
Pour les patients qui rechutent après plus que 3 ans donc de la fin de l'obtention de la réponse, donc il propose de refaire la même ligne thérapeutique ou bien de changer vers les nouvelles molécules. Pour terminer, je vous expose donc les recommandations du groupe français qui est publié donc en 2020 et qui recommande pour les rechutes post-chimio-immunothérapie. Donc, il n'y a pas de place pour la chimio-immunothérapie comme on a vu donc, au cours de l'essai REACH et de l'essai CLL2. Et donc, pour ces rechutes, il recommande l'Ibru ou bien donc l'association rituximab-venetoclax. Pour les patients qui arrêtent l'Ibru pour une cause d'intolérance, donc on peut le proposer le venetoclax en continu ou bien le R-Veneto pour une durée limitée donc de 2 ans, ou bien donc de réutiliser l'Ibru ou bien un autre inhibiteur de BTK, et en dernier lieu l'association R-Idiladizib, surtout pour les patients qui sont fragiles. En cas de progression sous Ibru, il faut chercher éventuellement donc la présence d'un syndrome de Richter. S'il a la possibilité de rechercher les mutations qui peuvent expliquer les résistances à l'Ibru, et proposer donc pour le traitement l'association R-Veneto ou bien Veneto seul. Et en cas donc d'anomalie de la TP53, il faut aller donc vers l'allogreffe. Et en cas de résistance ou bien de rechute aux inhibiteurs de kinase et au venetoclax, il faut inclure les patients dans des essais cliniques pour leur proposer donc pour la thérapie cellulaire. Voilà, je vous remercie.